Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois le docteur Pierre David qui vient nous expliquer le trouble de personnalité limite. Pierre Laporte amène son sujet à l'espresso et à l'espresso allongé. Le hasard existe-t-il vraiment? Notre collaboratrice Ève Cardinal est aussi des nôtres. Elle nous parle de cuisine et santé mentale. Bienvenue à Folie douce. Que vous soyez barjot, rigolo, intello ou écolo, vous écoutez Folie douce. J'accueille mon invité, Dr Pierre David. Bonjour, Dr David. Bonjour. Bienvenue à l'émission Folie douce. On va parler ensemble du trouble de personnalité limite. On n'a jamais eu d'invité, je pense, aussi spécialiste que vous pour nous décrire ce que c'est, puis évidemment voir peut-être les pistes de solutions, évidemment, par la suite. Comment on peut vous présenter? D'abord, vous vous intéressez à ce trouble-là depuis longtemps, je pense. Depuis longtemps, oui. Ça fait au moins 24 ans que je travaille spécifiquement avec ces clientèles-là. Avant, dans une urgence où c'est des clientèles quand même assez bien représentées. Ouais. Puis au fil des années, les choses ont changé pour cette pathologie-là. Et puis j'ai toujours été très impliqué, dynamique pour augmenter l'accessibilité aux soins pour ces clientèles-là. Est-ce que c'était aussi un trouble peut-être mal connu à un certain moment? T'sais, on remonte 24 ans avant, c'est pas si loin 24 ans, mais je pense qu'il y a sûrement un bon chemin. Là. Très mal connu, très mal perçu. C'était une étiquette qui était pas désirée. Avant, on avait l'impression que c'était des gens qui ne changeaient pas. Alors, on pensait que quand on avait un diagnostic au niveau d'un trouble de la personnalité, quand on l'avait à 18 ans, 20 ans, à 50, 60, on était pareil. On s'est rendu compte avec le temps que ce n'était pas du tout le cas. Là. Les gens peuvent bien changer, puis les gens peuvent même perdre ces diagnostics-là. Alors, c'est comme pas... il y a un changement complet de perception. Oui, comment on peut définir ce que c'est le trouble de personnalité limite, qu'on appelle des fois le TPL, là, puis on a l'impression que c'est utilisé pas mal à toutes sortes de sauces. Je sais pas si on sait vraiment ce que c'est, dès que vous êtes la bonne personne pour nous le dire. Ouais. On est content que ce soit davantage utilisé dans le langage public, parce qu'avant, c'était pas du tout jamais utilisé. On utilise TPL ou trouble de personnalité limite ou borderline, c'est la même chose, puis le mot borderline est quand même accepté en français. Mais juste pour arriver à la définition, à préciser c'est quoi, juste un peu, on parle de personnalité. Fait que personnalité, on parle pas de quelque chose qui est subi quelques semaines, quelques mois. On parle de quelque chose qui nous caractérise dans notre fonctionnement sur des longues durées de temps en termes d'années. Donc, un peu comment on est, on se perçoit, comment on réagit au stress. Fait que tout le monde est différent au niveau de sa personnalité. Puis là, après ça, pour définir les troubles de la personnalité, on parle de gens qui ont moins d'habileté, plus de dysfonctionnement en relation, en gestion des stress ou qui expriment une souffrance intérieure importante. Alors, des gens qui, sans qu'il y ait une pathologie, une dépression, mais toujours ont des difficultés soutenues en relation avec les autres ou à fonctionner au quotidien. Puis là, quand on parle dans les troubles de la personnalité, le TPL, trouble de la personnalité limite, c'est des gens qui se caractérisent par beaucoup d'éléments d'instabilité. Instabilité relationnel, au niveau des émotions, au niveau des comportements. Fait que dans les symptômes qu'on va le plus retrouver, c'est beaucoup des instabilités majeures des humeurs, là. Donc des gens qui vont, à ce que les gens vont nous rapporter, là, un peu en montagne russe, changer plusieurs fois par jour de tonalité. Des fois en lien avec des stress, mais des fois spontanément, où ils vont tantôt se sentir anxieux, mais tantôt dépressif, un peu agressif, irrité. D'instabilité au niveau relationnel aussi, beaucoup d'instabilité dans les liens avec les gens, puis des gens aussi qui ont de la difficulté à gérer leur comportement. Beaucoup de comportements d'impulsivité. Et bon, puis il y a quelques autres caractéristiques, là, mais en gros, c'est beaucoup l'instabilité. Donc, c'est vraiment être sur la limite de, finalement, c'est un peu ça. On a toujours un petit peu pensé, on va perdre un peu les pédales, on va perdre un peu notre sang-froid. C'est comme ça qu'on le perçoit souvent quand on parle de ce trouble-là. Là, oui, des gens aussi qui sont souvent très sensibles à ce qui se passe autour d'eux, ce qui est pas mauvais, mais c'est une hypersensibilité pour laquelle ils vont être aussi en hyper-réactivité. Souvent, on va voir surtout les clientèles jeunes adultes, là, adolescentes, oui, puis vingtaine, trentaine, on va voir moins les clientèles un peu plus âgées, où souvent le tableau va se transformer ou être moins présent de cette façon-là. Dans le sens que la personne va comme mieux contrôler ça? C'est la même personne qui a eu ce problème-là, disons, dans la vingtaine, va comme mieux être capable de gérer ça? Là? Des fois, oui, mais écoutez, c'est un sujet super intéressant, pas simple. En gros,
Avant, on pensait que ça changeait pas. On s'est rendu compte que non, ça change. Plein de gens vont perdre des critères. Mais on se rend compte que plusieurs vont perdre des critères au niveau de l'impulsivité, des comportements suicidaires, des agirs, présenter un petit peu moins d'instabilité des humeurs. Mais souvent, les gens vont arriver à ça un peu en faisant le choix, conscient ou inconscient, là, d'être dans l'évitement, de se retirer. Alors, on peut avoir la personne, 22, 23 ans, qui a plusieurs relations amoureuses, sexuelles, job, ça bouge beaucoup puis c'est très instable. Puis dans la trentaine, quarantaine, cette même personne-là, sans qu'elle ait nécessairement été en traitement, va cesser de chercher un emploi, va être en lien avec beaucoup moins de gens, va avoir de ce fait une vie un peu plus retirée, ce qui peut ressembler à ce qu'on vit un peu en pandémie. Ouais. Mais donc moins d'occasion d'être en réactivité, moins d'occasion d'être en sentiment d'abandon avec les autres. Fait que présente moins de critères, mais c'est pas nécessairement le devenir que l'on souhaite, que l'on recherche. Alors souvent le traitement va être utile pour amener les gens à prendre conscience de leurs difficultés, identifier leurs émotions, trouver des trucs, des habiletés pour gérer les stress, puis de ce fait, oui, présenter des critères, des symptômes moins présents, mais en même temps, développer des habiletés de fonctionnement. Parce que plein de ces personnes-là ces gens-là ont quand même beaucoup d'intérêt, d'habileté, de dynamisme. Pour certains, là, quand ils arrivent à contrôler les symptômes, qui les amènent à un grand dysfonctionnement, à les rendre moins intenses, ben ça peut rester des gens très dynamiques, motivés, pleins d'entrain, et ça peut faire des citoyens très bien, là, heureux. Vous parliez tantôt, c'est ça, peut-être que dans certains cas, c'est peut-être des plus jeunes, des choses comme ça, mais est-ce qu'il y a un profil de gens on peut dire, qui souffrent du trouble de personnalité limite? Ben, on a un peu plus dans la littérature de femmes que d'hommes. On a aussi, c'est ça, plus les jeunes personnes. On sait que on retrouve de façon surreprésentée dans ces clientèles-là, dans leur historique de vie, des gens qui ont eu des histoires d'abus ou de négligence. Mm-hmm. Mais c'est pas un facteur qui est suffisant ni nécessaire. Il y a des gens qui ont une histoire de vie où on retrouve pas ça, qui vont avoir un TPL, puis il y a des gens pour lesquels il y a eu une histoire de vie assez difficile, puis ils vont pas développer un TPL, mais c'est des éléments qui favorisent le développement de ça. Pour le reste, ben oui, il y a des éléments qui vont amener à ce qu'il y ait moins de capacité à apprendre à gérer leurs émotions, un environnement très instable, des cercles d'amis très violents, consommation de différentes substances qui vont les limiter dans leur capacité de faire des apprentissages. Mais il y a comme des éléments qu'on retrouve plus souvent, mais il n'y a pas de personnes pareilles. Là, chaque histoire est unique. Donc, c'est un domaine, en tout cas pour vous, comme médecin, puis qui s'intéresse au sujet depuis, comme vous disiez, plus 24 ans. Là. Dans le fond, c'est un sujet qui est presque intarissable. Là. Vous allez avoir beaucoup de recherche à un certain point, en tout cas d'informations à aller chercher, puis peut-être à publier même à ce sujet-là. Oui, ben, c'est un domaine très actif. Moi-même, je suis pas chercheur, je collabore avec d'autres, mais ouais, c'est un domaine où il y a tous les gens qui travaillent en santé mentale, centre de crise, urgence, connaissent très très bien ces clientèles-là. Ouais. Souvent, ils les voient en crise, donc c'est moins facile de se relier positivement à eux. Mais oui, c'est un sujet qui a beaucoup évolué dans les dernières années. Puis on est à développer puis à voir comment on peut mettre en place des méthodes de traitement utiles pour ces gens-là. Et dans la mesure où on peut développer ça, on peut former des professionnels, il y a des résultats très, très intéressants. Là. Et comme on en parlait tantôt, dans le fond, faut essayer de donner des pistes de solutions parce qu'il y a certainement de l'espoir. À force de s'y intéresser, j'imagine que vous aussi, comme médecin puis comme spécialiste de la question, vous voyez des pistes de solutions. Qu'est-ce qu'on peut dire pour aider les gens, justement, qui souffriraient de ce trouble de personnalité limite? Ben, c'est intéressant que les gens reconnaissent et puis regardent, lisent, voient dans quelle mesure ça les concerne. Reconnaître, c'est une base pour après ça apporter les changements. Puis il faut pas être, négatif face à ça. Avant, là, les gens voulaient jamais ce diagnostic-là. Maintenant, on voit des gens qui viennent nous voir en disant qu'ils ont eu des amis qui leur ont nommé qu'ils faisaient ce diagnostic-là. Puis c'est un certain enthousiasme qui est intéressant. On voyait jamais ça avant. C'était très déprimant. Quelqu'un qui apprenait ça, il se disait, mon Dieu, que je vais avoir un gros problème. Là. Puis il y a plein d'enjeux. On aime mieux avoir une maladie biologique, dans quelle mesure je suis responsable ou pas. Fait que c'est pas coupé au couteau comme ça. Ouais. L'autre élément, de reconnaître ses difficultés puis de voir au départ, il faut adresser, peu importe où la personne est, les enjeux de danger. Donc, les crises, la suicidalité, la gestion de la colère. Puis ça peut se faire de différentes façons. Mais oui, ça peut être en thérapie, court terme, CLSC, dans les centres de crise quand ça survient.
puis quand on a une meilleure capacité à s'investir pour faire un travail plus soutenu sur soi-même, reconnaître ses émotions, les patterns, ben là oui, des thérapies, tout type de thérapie peut être bénéfique, mais pour les gens qui sont plus résistants, pour lesquels des thérapies régulières n'ont pas été utiles, ben là, il y a des thérapies plus spécialisées qui peuvent être offertes. Il y a l'enjeu de la disponibilité de ces thérapies-là parce que, clairement, en santé mentale, au niveau québécois, on n'a pas assez d'investissement pour les besoins. Mais oui, il y a... Surtout préventivement, en fait. C'est un peu ça, comme vous disiez, si on sait reconnaître nos émotions, peut-être que les gens apprennent à sentir peut-être qu'il y a une émotion qui normalement les ferait... déraper, entre guillemets, mais qui vont essayer de contrôler, ils vont savoir le reconnaître. C'est un peu ça, peut-être la piste aussi que la personne puisse mieux se connaître et plus agir en amont. Là. Oui, tout à fait. Puis c'est des enjeux qui nous concernent tous. Là. Tu sais, le monde n'est pas séparé entre les gens qui sont TPL, ceux qui le sont pas. Quand on est dans nos pires minutes ou notre pire 15 minutes de vie, on peut être pas drôle, puis dans ces enjeux-là aussi. Fait que oui, d'apprendre ces éléments-là, de reconnaître nos émotions, d'avoir une idée de d'où ça peut venir, puis après ça, de se connaître soi, puis de voir venir, puis quand on est en face à ces patterns-là de situations qui peuvent être potentiellement difficiles, ben là, d'apporter des solutions. Ouais. Ben là, ça, c'est le lot des gens qui apprennent par l'expérience, mais on peut apprendre plus vite en thérapie. Est-ce que c'est quand même une problématique de santé mentale reconnue ou si c'est plus un trait, vous parlez de trait de caractère, mais dans le fond, c'est vraiment une problématique qui est reconnue là, dans la Bible là, des c'est reconnu, c'est moins, comment dire... ce que quelqu'un disait, je trouve que c'est bien dit, c'est un peu le trouble de personnalité limite est à la psychiatrie, ce que la psychiatrie est à la santé physique, un peu le parent pauvre. Oui, c'est reconnu. Oui, il y a des études qui démontrent les liens biologiques. Oui, il y a des traitements utiles, fait qu'il n'y a pas de raison de pas aussi bien reconnaître. Ça reste une problématique, une pathologie pour laquelle il y a moins de sensibilité parfois dans certains milieux. C'est des gens qui font vivre aux équipes traitantes un certain contre-transfert, donc une irritation ou à tout le moins parfois une impuissance. Alors ce n'est pas simple, ça prend des gens bien formés, mais oui, c'est tout à fait reconnu et c'est une des problématiques qui est incontournable à avoir des connaissances quand on travaille dans le réseau de la santé mentale. Ouais. Et le TPL ou le trouble de personnalité limite, quelles sont les références à voir? Est-ce qu'il y a des bons endroits pour s'informer? Est-ce qu'il y a des bons sites? Est-ce qu'il y a des ouvrages? Est-ce que, à votre connaissance? Ben, il n'y a pas une pléthore d'ouvrages. Les sites ont été, il y en a qui sont venus, qui ont fermé. Mm-hmm. Oui, ben il y a quelques ouvrages que je pourrais vous donner pour que vous puissiez mettre sur le site internet. Là. Ouais. Mais oui, sur dont j'oublie les termes. Là, on pourrait les mettre, effectivement, sur le site web. Sur il y a un ouvrage de vulgarisation sur les borderline, un pour aider les familles aussi. Il y a l'Association des parents et amis du malade mental et l'Alphabem à Laval. Donner du soutien, qui ont des structures très organisées pour donner du support aux proches. Parce que les proches, c'est important aussi. La personne, c'est une chose, mais gérer ça, c'est quand même, on essaie d'aider, mais des fois, c'est trouver les bonnes façons d'aider la personne atteinte. Puis tout à fait, puis comprendre ce qui se passe, parce que quand on comprend pas, on est pris avec quelqu'un qui est beaucoup en crise, on veut aider, on est vraiment dans notre impuissance, ça devient très, très épuisant. Alors oui, ça, c'est des ressources qui sont très utiles. Ouais. Sinon, pour les personnes, c'est CLSC, médecins de famille, parfois les départements de psychiatrie peuvent être aussi des voies d'entrée dans des structures organisées. Obtenir de l'aide. Merci beaucoup, Dr. Pierre David. Donc, merci de nous avoir mieux démystifié cette question-là du trouble de personnalité limite. Merci, puis à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Vous désirez socialiser avec nous et échanger sur la santé mentale? Abonnez-vous à Folie Douce Radio sur Instagram. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, le hasard, existe-t-il vraiment? Ouais, c'est une bonne question. Ouais, ça existe-tu ça? Sûrement. Ben, on se demande toujours si dans nos vies, le hasard joue pas une grande partie, à savoir dans nos succès professionnels. Certaines personnes vont souvent dire, tu sais, oui, il y a du talent, oui, il y a du travail, mais il y a aussi beaucoup de chance. Fait que, tu sais, j'appellerais ça des fois de la chance, le hasard. Hein. C'est ça. Mais il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. Il y a aussi les mathématiciens, il y a les hommes de science aussi qui se posent cette question-là. Est-ce que c'est possible vraiment le hasard? Est-ce que ça existe vraiment d'une façon vraiment scientifique? Ouais. Il y a, moi j'ai trouvé un article sur Internet
qui parle de la question. Ça s'intitule « Le hasard existe-t-il vraiment? » Je pensais pas qu'on s'était penché sur ça. C'est quand même, tu sais, c'est intéressant comme étude, là. Il y a un côté scientifique là-dedans, oui. Il y a un monsieur qui s'appelle Pierre Pillère. Ça s'écrit Pillere, donc j'espère que je prononce correctement. C'est le directeur des opérations chez Joby Pepper, qui est une plateforme qui aide les travailleurs et les entreprises à avoir recours au travail flexible, mais c'est en France. Et c'est sur le site medium.com. Alors, ce monsieur Pillère nous dit « De nombreux événements sont associés au hasard et à la chance. La réussite de milliardaires ne peut être envisagée sans une chance extraordinaire. De même, on dira toujours d'un gagnant au loto qu'il aura été chanceux. On entend encore régulièrement que le lancer des dés est un pur produit du hasard. Ces exemples nous font penser que notre vie est soumise au hasard et que nous n'avons que peu de contrôle. » La définition du Larousse nous dit, par exemple, hasard, circonstances de caractère imprévu ou imprévisible dont les effets peuvent être favorables ou défavorables pour quelqu'un. Oui. Ça peut être négatif des fois, tu sais. Ouais. Un mauvais hasard. Ça peut être de la malchance. Effectivement. Ouais. Mais ce monsieur Pillère nous dit, j'aimerais dans cet article nuancer cette pensée en démontrant que rien n'est totalement hasardeux. Et même si le hasard n'existait pas, les implications d'une telle idée sont, je pense, susceptibles d'avoir un impact significatif sur notre vision du monde. M. Pillère nous dit « Le hasard n'est donc pas un produit de l'homme. Aussi intelligent que nous sommes, il nous est impossible de créer un programme mathématique qui soit réellement aléatoire. » Tu vois, même au strict niveau scientifique, programme, là, c'est quasiment impossible, oui. Ouais. Mais tout de même, on croit le hasard présent dans la nature. On pense qu'il y aurait un nombre incalculable d'éléments qui ne dépendent que du hasard et qui sont imprévisibles. Mais est-ce vraiment le cas? Le lancer des dés est le symbole même du hasard. En effet, personne n'est capable de prédire quel chiffre sortira avant le lancer des dés. C'est donc l'objet parfait quand il s'agit de règles aléatoires. Mais le fait que nous ne soyons pas capables de prédire le résultat d'un lancer des dés fait-il de cette action une action soumise au hasard? Lui nous dit bien sûr que non. Le lancer des dés est comme toute chose soumis aux lois de la physique. Avec les outils adéquats, nous serions capables d'en prédire le résultat et même de le faire tomber sur la même face à volonté. Nous avons une illusion de hasard simplement car la main n'est pas assez précise pour dégager un lien de causalité entre le lancer et le résultat. Pourtant, il existe bel et bien. Nous ne sommes juste pas assez intelligents pour concevoir la complexité de ce lien. Donc, ce monsieur nous dit que si on le lançait d'une certaine façon, toujours de la même façon, exactement. Probablement que ce serait toujours le même résultat. Oui, avec le dé probablement toujours placé de la même façon dans la main, à la même distance. La force du lancer, on pourrait prédire. Et ça, Yvan, ça me fait beaucoup penser à un film que j'ai vu qui s'appelle, en anglais, 21, en français, c'est 21. Et c'est un film américain qui est apparu en 2008 qui raconte l'histoire véridique d'un groupe d'étudiants universitaires et d'un professeur qui font fortune dans les casinos de Las Vegas après avoir mis sur pied, entre autres, un logiciel permettant de prévoir les numéros gagnants à la roulette, simplement par la vitesse de rotation de la roulette et la façon dont est relâchée la petite boule, etc. Et c'est un ordinateur avec une caméra cachée qui informait les joueurs avec un petit bidule là, dans l'oreille. Selon le pattern qui était utilisé par le... Oui, parce que les gens étaient cachés dans une camionnette à l'extérieur du casino avec un écran, donc qui était capable de voir le croupier. Là, exactement, celui qui de se servir d'un logiciel. Mais tu sais que moi, je sais pas si tu as déjà fait ça dans ta vie, tu sais, les pièces de monnaie qu'on veut faire pile ou face. Oui. Il y a comme deux chances. C'est soit que c'est pile, soit que c'est face. Oui. Mais effectivement, la façon que tu la lances, selon la force, tu as des bonnes chances qu'elle tombe toujours du même côté. Puis je l'ai déjà essayé, puis effectivement, ça marche. Ça, c'est quelque chose que j'ignorais. Puis, tu sais, je tricherai pas avec ça, là, mais effectivement, je peux comprendre que c'est sûr que le dé a 6 côtés, c'est un peu plus compliqué, mais sûrement que ça peut s'expliquer. Là. Oui. Émile Borel, quant à lui, qui fut mathématicien et professeur à la Faculté des sciences de Paris,
et spécialiste de la théorie des fonctions et des probabilités, disait: qui analyse en détail les mouvements de la main qui jette les dés ou bat les cartes? La caractéristique des phénomènes dus au hasard, c'est de dépendre de causes trop complexes pour que nous puissions les connaître toutes et les étudier. Oui, on va poursuivre. De toute façon, Pierre, je pensais pas que ça allait être si intéressant, mais ça semble vraiment intéressant. J'ai hâte d'entendre la suite à l'Espresso allongé plus tard à l'émission, comme à notre habitude. Donc, le hasard existe-t-il vraiment? C'est ce qu'on va peut-être prouver un peu plus tard à l'émission. À venir dans l'émission, notre collaboratrice Ève Cardinal nous propose sa chronique « Cuisine et santé mentale ». À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « Le hasard existe-t-il vraiment ?» Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. De retour au micro à Folie douce, l'émission qui démystifie les problèmes de santé mentale. C'est avec plaisir que j'accueille à nouveau notre collaboratrice Ève Cardinal. Bonjour Ève. Allô Yvan. Alors aujourd'hui, crois-le pas, dans les 30 ans de Folie douce, on n'a jamais parlé de ce sujet-là. Non. Tu nous amènes un sujet qui est pourtant très simple. On n'a jamais eu l'idée de parler de ça, puis ça prenait de toi pour amener le sujet. C'est cuisine et santé mentale. Oui. Ben la popote, c'est important. Puis en même temps, c'est tellement devenu un sujet de santé mentale, d'acceptation de soi, d'estime. Puis on va le voir tantôt. Là, c'est plus que cuisiner. Là, c'est une question de créativité. Puis surtout depuis ces derniers temps. Là, la pandémie a comme forcé plusieurs personnes, forcé ou donné le goût, peut-être pas forcé tant que ça. Les gens ont peut-être pris goût puis plaisir à faire ça, à cuisiner plus. Absolument. Il y en a qui ont pris plaisir, puis il y en a qui anticipent aussi, qui ont tellement hâte maintenant de revoir leur monde, là. Ouais. Qui se sont dit, hey, j'ai eu du temps, là, puis là, j'ai été voir des livres de recettes, j'ai essayé de créer et tout. Puis on va voir ça parce que cuisiner, là, Yvan, c'est une forme de thérapie auto-apaisante en premier lieu, OK, apparemment. C'est pas pour vendre la question, c'est que quand on l'expérimente, on peut le voir supposément et c'est quasiment des fois à la manière de la méditation, la pleine conscience, le moment présent. Et le pire, là, c'est que pour certaines personnes, le cuisiner, c'est plate, là, surtout quand t'es tout seul. Hein? C'est que c'est long, c'est ça. Les gens, ils voient ça comme une montagne souvent. Ils vont se dire, ben ça va être trop long, je vais acheter quelque chose tout fait, mais à quelque part, oui, c'est plus long, mais peut-être c'est plus gratifiant de préparer un repas que de juste acheter quelque chose. Ben en effet, puis il y a plusieurs gens qui se disent « Ah non, cuisiner pour moi tout seul, ça me tente pas. » Tu sais, puis là, et à partir de ce qui est arrivé dernièrement, c'est que il y a certaines personnes qui ont trouvé aussi de l'auto-apaisement dans le fait de cuisiner. Parce que cuisiner, là, pour les autres, en fait, ça revêt encore plus un aspect empathique. Hein? Donc, mais tu vas me dire, OK, on n'a pas cuisiné pour les autres, mais oui, il y a des gens qui ont cuisiné pour leur famille. Ouais. Il y a des gens qui ont amené des petits plats. Il y a des gens qui étaient seuls chez eux puis qui ont dit, comment je pourrais me recréer? Comment je pourrais trouver des choses qui sont créatives pour moi? Ouais. Parce que cuisiner, quand là, finalement, on est fier d'une recette, on est-tu assez content là, de faire goûter le fruit de nos efforts à nos enfants, à notre famille? Parce que c'est une forme de partage. Ouais. Et ça fait partie, en fait, de certain équilibre mental, là, selon plusieurs psychologues. Et là, je te parlerai d'une étude qui est parue dans le Journal of Positive Psychology de l'Université Harvard à Boston, OK? Et qui dit que la créativité en cuisine rendrait les gens plus heureux. Mm-hmm. Et qu'en effet, les personnes qui réalisent des petits projets créatifs, c'est pas nécessaire que ce soit là, la grosse recette du siècle. La grosse pièce montée avec... Non, mais tu sais, à l'image du docteur Arruda, au début de la pandémie, il nous disait qu'il voulait faire des tartelettes portugaises, qu'on appelle des pastel donatas. Est-ce que tu sais s'il a réussi? Je sais pas s'il a réussi, mais il voulait faire ça. Mais tu vois, c'est parce que ça a peut-être donné le goût de dire aux gens, il y a moyen de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire, puis la pandémie a peut-être permis aux gens d'expérimenter des recettes. Là. Puis absolument, puis ce qui est intéressant là-dedans, là, c'est même si tu la rates, ta recette, là, t'as essayé, tu t'es lancé un défi, puis surtout, t'as voulu faire plaisir au monde, t'as voulu partager, parce que ces études-là, encore une fois, il y a des psychologues qui croient fermement au pouvoir thérapeutique de la cuisine, parce que la cuisine, c'est
de la créativité, là, comme je le disais. Et ce serait un sentiment de contrôle qui peut être nécessaire à certains. Hein? C'est le fait de savoir, OK, je suis passé d'un point A à un point B, j'ai franchi des étapes, puis j'en suis arrivé à un point où est-ce que j'ai réussi un projet. Aussi petit soit-il, mais on est fiers, puis on le partage. Donc, ce serait en fait une façon de réduire l'anxiété, notamment. Et c'est une réalisation, donc on regarde ça, on est fier de soi, on se dit hey, finalement je l'ai réussi ou je l'ai raté, puis la fois d'après, ben on s'est repris. Puis à quelque part, je pensais à ça c'est sûrement aussi une façon de s'évader. Pendant que tu te concentres sur faire une recette, j'imagine qu'il y a moins de problèmes qui te trottent dans la tête. Là, t'es vraiment, comme tu disais, au moment présent. Alors c'est important. Mais oui, parce qu'on parle beaucoup, justement, là, moi j'en ai parlé à un de mes amis, là, le mandala, le coloriage, la concentration, le moment présent et tout. La cuisine, c'est un peu le même concept. Puis si on fait une recette chez nous, là, tout seul, là, même si on rate sa shot là, en bon français, là, ben on recommence puis on est fier de ça après. Puis c'est une façon de calmer l'anxiété, là, ouais, apparemment. Exactement. Oui. Puis d'avoir peut-être confiance en soi, de dire hey, je suis capable d'être autonome, je suis capable de me débrouiller. Puis c'est pas rien. On est beaucoup moins, je dirais, on vit moins au dépens des autres et moins en relation, tu sais, comme obligé. On est plus autonome finalement. Oui, puis là, c'est un exemple là, qui est pas du tout scientifique, mais tu sais, si on se rappelle les fameux potlucks, là, dans le temps encore qu'on allait au bureau puis qu'on en apportait, on est fiers des fois d'apporter une petite recette, d'apporter sa contribution. Donc la cuisine, ça fait partie aussi des cultures, hein. Ouais. Ça fait partie de son appartenance culturelle, ça fait partie d'une certaine fierté aussi, donc qui stimule une estime de soi au niveau de la santé mentale. Oui, exactement. Puis je pense qu'il y a un côté aussi, c'est pas un préjugé, puis c'est pas quelque chose qui est comme surfait, mais je pense que les gens, des fois, qui ont des gros problèmes de santé mentale, s'alimentent moins bien, pensent moins s'alimenter. Puis c'est important aussi ce côté-là d'apprendre aux gens à bien cuisiner pour s'alimenter correctement aussi, au-dessus de tout ça, toutes ces bonnes raisons. On va en reparler là, dans quelques minutes au niveau des cuisines collectives. Là, c'est super important, la sécurité alimentaire, aussi au niveau de la collaboration, de l'estime de soi. Puis avant qu'on en parle, là, de plus en plus, Yvan, là, ce qui est intéressant dans le Wall Street Journal, là, rien de moins, rien de moins, là, il y a des études qui disent que la cuisine aide les gens qui souffrent de dépression, notamment de troubles aussi alimentaires, de toxicomanie, de troubles TDAH, à calmer certaines tensions. Donc, c'est très intéressant, là. C'est pas juste une histoire de popote culinaire, là, même si moi, j'adore ça, mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Mais une petite recette, pas nécessaire que ça coûte cher, avec des amis ou même par Zoom, tu sais, en ce moment, on peut partager et tout. Partager ce plaisir-là, de savourer comme une réalisation, là. Voilà. Oui, exactement. Et c'est surtout aussi au niveau de l'estime personnelle. Puis là, ben, tu m'as amené à parler des cuisines collectives, là. Je pense que ça, c'est super important au niveau de certaines personnes, en fait, qui souffrent d'isolement social, de problèmes au niveau aussi. En ce moment, on le sait, là, beaucoup de problèmes au niveau aussi, des fois, de la sécurité alimentaire, là. Et il y en a depuis longtemps. Dans les organismes communautaires, il y a ce que je me souviens des organismes que j'ai côtoyés, que j'ai vu des gens, souvent, il y avait une journée attitrée pour faire un repas collectif communautaire, pour justement apprendre aux gens, puis en même temps partager le repas. Puis c'était un peu... il y avait des bienfaits à plusieurs niveaux, là. Oui, puis en fait, on appelle ça un partage collectif, ouais. Dans le sens aussi, et là, au niveau de la santé mentale, pour des gens qui sont isolés, ce que je veux dire par là, c'est que oui, les cuisines communautaires ont un impact apparemment quand même assez important, surtout au niveau de plusieurs organismes, ce qui m'amène à dire que j'ai été surprise. Il y a une journée nationale des cuisines collectives. Année après année, il y a une journée dédiée à ça. Oui. Oui, laquelle? Oui. On appelle ça la journée de la cuisine collective. Donc, apparemment que c'est au mois de mars à chaque année. Et ça, il y a 1400 groupes et organismes de cuisine collective qui y participent. Là, pour cette année, évidemment, on est en pause là, pour plusieurs choses. Mais il y a certains organismes qui ne sont pas en pause aussi, qui en ont toujours besoin, qui trouvent des moyens, qui sont en fait créatifs pour pallier à la situation. Mais disons que ça va devenir peut-être aussi quelque chose au niveau physique, mental. Tu sais, on parle du télétravail qui va peut-être durer, mais après, il va falloir là, qu'on trouve des situations
au niveau de la collectivité, puis au niveau de la santé mentale aussi pour pallier à des sources d'anxiété. Puis la sécurité alimentaire en fait beaucoup partie. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que les cuisines collectives, c'est des milieux de vie, hein. C'est des milieux de vie, c'est le contact humain, c'est le partage, ce sont les apprentissages, ce sont des bienfaits essentiels beaucoup Et aussi. dans tous les domaines, c'est pas nécessairement juste des organisations dans un domaine ou l'autre. C'est des cuisines collectives, c'est ouvert selon les collectivités. Oui. Là, il y a plusieurs types de cuisines collectives. Absolument, absolument. C'est pas juste dans des organismes précis. Moi, par exemple, j'en connais au Y des femmes de Montréal. Il y a le Mûrier qui en offre, mais là, il y a chez Doris aussi pour des femmes qui sont itinérantes, mais il y a aussi des organismes communautaires, je veux dire, dans la vie de tous les jours. Moi, je te dirais que quand tout ça sera passé, j'aurais envie de l'expérimenter, aller voir d'autres personnes, sortir de l'isolement, partager des recettes, parce que partager la cuisine, c'est partager son vécu. Oui. Comme tu disais tantôt, quand tu arrives avec le fameux potluck, là, souvent, il y a des commentaires, puis ça ouvre la discussion, soit culturellement, de dire c'est bon, ça vient d'où, t'as mis quoi comme épices, etc. Puis il y a comme une ouverture qui se fait à ce sujet-là, c'est toujours intéressant. Puis on se rend compte qu'on manque beaucoup ces petites choses-là, bien simples, là, finalement, qu'on prenait pour acquises, mais je pense qu'après la pandémie, évidemment, je pense que les gens vont comme peut-être se réapproprier, peut-être d'une façon différente, comme tu dis, d'avoir... il va peut-être rester un peu de télétravail, choses comme ça, mais peut-être qu'il y a une partie qu'on va vouloir, le contact humain, il veut pas, ça manquait à tout le monde. Mais ça va probablement peut-être être une façon aussi de communiquer, puis de communiquer sa culture, des échanges et tout ça. Puis moi, je trouve que c'est vraiment un aspect qui est quand même intéressant. Puis même au niveau personnel, même si c'est pas pour partager avec personne, juste le fait d'essayer une recette, c'est comme essayer de faire une œuvre d'art. Mm-hmm. Oui. So what, si tu l'as raté, mais je veux dire, tu sais, t'aurais essayé, t'aurais créé, c'est énormément d'estime personnelle, puis ça alimente encore aussi beaucoup de liens d'amitié, puis du partage, puis de l'amour finalement, puis ça c'est important pour la santé mentale. Et il n'y a jamais eu autant d'émissions ou de chroniques culinaires à la télévision un peu partout, donc il y a de l'inspiration, tu sais, pour que les gens qui veulent se partir puis d'avoir une base de quelque chose, tu sais, on cherche beaucoup moins qu'avant. Je pense que les recettes aujourd'hui sont disponibles partout sur Internet, puis comme qu'il y a tellement d'émissions, tellement de, fait qu'il y a sûrement des choses qui peuvent nous accrocher, puis qui peuvent nous donner le goût justement de passer à l'action. Mais absolument, puis aussi là, j'ai des références là, tantôt à te donner, mais il y a une chose que je regrette là, j'ai été chercher la prochaine fois, j'aimerais ça. En tout cas, ultérieurement, je trouverai l'occasion dans une autre chronique là, des recettes à petit prix aussi, parce que c'est pas nécessaire là, que ça coûte une fortune et tout. Et c'est ça la créativité. Quand tu fais un dessin ou tout ça, ben tu y mets du sien. Puis c'est ça qui est aussi, c'est comme l'art-thérapie et tout ça. Donc voilà. Alors, tu peux y aller si tu veux avec certaines références, si tu veux bien, ouais. Alors, j'ai le RACORSM, le raccord. Hein? Merci, le raccord.org, le Mûrier aussi.org. Oui, comme t'en parlais, merci, une chance t'es là, toi. Ça fait longtemps que le Mûrier existe, d'ailleurs, à ce sujet-là. On dirait que je l'aime beaucoup, cet organisme-là. Il faudrait vraiment que j'aille voir. C'est très implanté, le Mûrier, effectivement. Il y a le Y des femmes de Montréal aussi qui offre des cuisines collectives. Et il y a aussi un article intéressant sur psynet.apa.org. Oui. Et il y a aussi www.rccq.org, la Journée mondiale des cuisines. Donc, en cherchant ça, définitivement, on peut trouver la Journée mondiale. Je ne savais pas que ça existait, une journée nationale, finalement, des cuisines collectives. Moi non plus. Vraiment, j'ai été vraiment surprise, puis je trouve ça intéressant. Merci beaucoup pour cette chronique. Donc, cuisine et santé mentale, une première. Merci, Cardinal. Bon appétit. J'ai hâte de t'inviter chez moi quand tout ça sera fini. Avec plaisir. Salut. Merci, bye. Bye. Que vous soyez branché, déboussolé, renfermé ou stressé, vous syntonisez actuellement Folie douce. C'est maintenant le bloc espresso allongé. Donc, le hasard existe-t-il vraiment? J'ai hâte d'en savoir plus, Pierre. Oui, une question que tout le monde se pose, en fait, par rapport à leur vie de tous les jours. Et les scientifiques, même, ça se le pose. Ça m'impressionne qu'on s'y intéresse à ce sujet-là, finalement. Oui, c'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle comme ça, le hasard existe-t-il vraiment? Écrit par un monsieur Pierre Pilaire, un Français qui est directeur d'opération dans une entreprise
qui a recours au travail flexible pour faire rencontrer, si tu veux, des travailleurs et des employeurs. OK, les mettre en relation. En fait. Exactement. Alors, il nous parle d'un monsieur qui s'appelle Malcolm Gladwell, qui est journaliste au New Yorker. Il est écrivain et conférencier. Il vit aujourd'hui aux États-Unis après avoir migré avec sa famille au Canada il y a longtemps. Et il s'inspire de travaux universitaires en psychologie ou en sociologie pour écrire des livres de vulgarisation à destination du grand public. Dans son livre Outliers, qui s'appelle en français Les prodiges, celui-ci démontre que personne ne réussit par hasard et qu'il est toujours possible de voir dans des trajectoires professionnelles des concours de circonstances déterminantes. Il va jusqu'à dire que notre date de naissance joue un rôle clé. C'est assez frappant quand on observe des géants de l'informatique comme Bill Gates et Bill Joy, un important informaticien américain. Chiffres à l'appui, on peut observer qu'ils sont une grande partie d'entre eux à être nés en 1952 et 1957, date de naissance pour laquelle on fut le mieux préparé à l'arrivée de l'ordinateur et de la programmation informatique. Autrement dit, ces gens-là sont nés dans le bon temps. Oui, ils étaient dus pour accepter ou accéder à cette technologie. Là. Oui. Mais alors, si les phénomènes qui symbolisent le plus la notion de hasard sont finalement soumis aux lois universelles de la physique, pourquoi parle-t-on même de hasard? Selon Jacques Bénigne-Bossuet, auteur français, c'est pour couvrir notre ignorance. Nous avons toujours recours à des excuses invérifiables pour justifier ce que nous n'arrivons pas à expliquer. Ouais. Plusieurs expliquent les miracles de la médecine, par exemple, par la religion. D'autres vous parleront de magie ou de paranormal pour illustrer certains phénomènes. La mécanique est la même avec le hasard. Il est impossible pour un homme de prévoir le résultat d'un lancer de dés. La complexité de son évaluation est si complexe qu'elle tend vers l'aléatoire. On préfère alors parler de hasard. Bref, nous considérons le hasard comme un concept que nous ne maîtrisons pas, dont nous n'avons pas le contrôle et donc sur lequel nous n'avons pas d'influence. Et c'est là une grave erreur. Notre cerveau fabrique de fausses idées qui nous font voir le hasard beaucoup trop souvent. Par exemple, connaissez-vous la probabilité pour laquelle 2 individus soient nés le même jour dans une classe de 23 élèves? Qu'est-ce que tu dirais, toi? Moi, je dirais que c'est presque impossible. Oui. Sans réfléchir, on est tenté de dire que c'est très peu probable. Pourtant, il y a une chance sur 2 pour que cela se produise. Le même jour et la même année, sans me dire exactement le même jour. Parce que le même jour, moi, c'est étonnamment, là, c'est une seule fois dans ma vie, j'ai travaillé dans un milieu de travail, il y avait 2 autres personnes qui étaient nées le même jour que moi, ça m'est jamais arrivé avant. C'est drôle, là. Mais... Ouais. Alors, mais eux, ils nous disent que c'est une chance sur 2. Ils disent qu'il ne s'agit donc pas de hasard ni de chance. On peut aussi citer une coïncidence bien connue où un vieil ami auquel vous pensiez vous appelle justement à ce moment-là. À première vue, c'est un fabuleux hasard. Mais après réflexion, plusieurs amis auxquels vous avez pensé auraient pu vous appeler et ne l'ont pas fait. Ouais, donc finalement, ça vient comme juste, dans le fond, ça vient réconforter sur quelque chose, mais c'est pas nécessairement du hasard comme on... Ouais. Ça se pourrait. Ouais. Partant de ce principe, nous pouvons dire que le hasard n'est qu'une illusion. Nous vivons dans un monde de cause à effet. Toutefois, ce monde est si complexe qu'il est difficile de toutes les constater. Sauf qu'une combinaison à la loto, où on dit qu'on a une chance sur combien de millions de l'avoir, à quelque part, comment on peut expliquer ça si c'est pas du hasard? C'est ça, moi je vois seulement du hasard là-dedans. Même le cerveau le plus puissant qui pourrait essayer de deviner la combinaison gagnante sur 1 million et quelques de moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est un peu dur. Mais M. Piller nous dit, le monde reste donc imprévisible, mais nous pouvons être de vrais acteurs. En conclusion, il y a M. Pierre Piller nous dit, ce que nous appelons la chance, c'est nous qui la provoquons chaque jour par nos actions et nos décisions. La force de ceux qui ont réussi, c'est d'avoir provoqué leur chance et d'avoir saisi les opportunités qui se présentaient à eux. Ne pas croire au hasard, c'est croire que chaque cause a une conséquence et donc que nous ne subissons pas les aléas de la chance ou de l'infortune, mais bien que nous sommes responsables de nos succès et de nos échecs. C'est croire que nous devons tout faire pour ne rien regretter et ne jamais tomber dans la faiblesse de rejeter la faute sur le mauvais sort. C'est un peu quand on dit aussi les gens font leur chance. Des fois, on dit t'as été chanceux, ben dans le fond,
en pensant positivement, en ayant l'objectif en tête, puis en faisant peut-être les actions, ça crée de la chance. Ben oui. C'est comme dans le monde du sport, hein, des fois, on va dire, telle équipe, c'est la chance qui fait qu'ils ont marqué. Il y en a d'autres, des analystes de sport qui disent, on fabrique sa propre chance. On pousse sur notre propre chance. L'énergie, même du cerveau, a peut-être une grande importance. Plus qu'on pourrait penser sur les événements, dans le fond, l'énergie d'y penser puis d'aller tous dans la même direction. Mais c'est comme si quelqu'un, par exemple au hockey, quelqu'un il marque un but avec 10 chanceux avec le manche de son bâton, tu sais, la partie mince, mais au moins il a lancé au but, il a tiré au but. Puis peut-être qu'il l'a désiré tellement que ça a influencé son corps, a fait de bons mouvements pour l'envoyer au bon endroit. À force de, c'est comme au golf. Alors, en grande conclusion, M. Pilaire nous dit ne pas croire au hasard, c'est avoir des visions et être acteur de notre réussite. Nous ne pouvons plus attendre que par chance quelque chose nous arrive. Ne pas croire au hasard, c'est avant tout reprendre le contrôle de sa vie. Oui, c'est un très bon sujet, vraiment. C'est un sujet que j'aurais pas cru qu'on s'intéressait à ça, mais je pense que c'est un bon sujet, effectivement, quand on veut un peu être ébloui par les recherches. Merci beaucoup, Pierre. Donc, le hasard existe-t-il vraiment? Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca antenne.qc.ca. Avant de conclure ce rendez-vous de Folie douce, je tiens à remercier notre invité en début d'émission, Dr Pierre David, qui nous a parlé du trouble de personnalité limite, nous a aidé à mieux comprendre finalement ce que c'est le TPL. Merci beaucoup, Dr David, d'avoir été des nôtres. Notre collaboratrice, F. Cardinal, était aussi des nôtres. Elle nous a parlé de cuisine et santé mentale. Et à l'espresso allongé, Pierre, ton sujet, c'était le hasard existe-t-il vraiment? Oui. On a appris des choses. On a appris des choses. Aurais-tu parié que j'aurais parlé de ça? Non, j'aurais pas parié parce que c'est pas du hasard. Mais c'était intéressant. C'était un sujet intéressant. Ça serait bien intéressant peut-être d'y revenir un jour. En tout cas, merci beaucoup pour ta mise en ordre également. Bienvenue, mon cher. Toujours apprécié. C'est Yvan Bugeaud, donc, à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.